Bonsoir, c'est moi l'alien apparemment. Bonsoir, content d'être là. Merci à ceux qui sont restés. Plus grand monde, visiblement. On anticipe le couvre-feu de beaucoup à Paris, là c'est bien, 3 jours d'avance. Mais on est content d'être là, on est content que ça n'ait pas été annulé. Aujourd'hui, Émilie l'a dit en ouverture de conférence, on est passé entre les gouttes du Covid. Je ne crois pas que c'était la bonne expression à utiliser. En plus, maintenant, on sait que ça se transmet beaucoup par aérosol, donc c'est plus tellement des gouttes. Mais j'étais content de découvrir cette station F. C'est la première fois que je viens ici au paradis des startups, qui ressemble vraiment au cliché de tout ce qu'on imagine sur les startups. Je n'ai pas encore vu les hamacs et les baby-foot, mais je pense qu'ils sont dans un coin. C'est une startup sous stéroïdes et je suis là depuis ce matin. Je me suis un peu baladé entre les différentes conférences. J'ai pris des notes un peu sur ce qui se passait. Donc si vous avez fait le même trajet que moi, vous aurez exactement les bonnes références. Sinon, je suis désolé, je ne pouvais pas être partout. Je ne suis pas le virus. Je suis pas allé, par exemple, je suis désolé à ceux qui faisaient des pitchs pour les jeunes pousses. Ça, je suis pas allé. J'ai pas beaucoup d'argent à investir en ce moment. Donc je suis pas allé écouter des pitchs. En plus, moi, des jeunes qui passent quelques minutes et essaient de convaincre des gens de mettre l'argent dans le chapeau, ça me rappelle les comedy clubs, donc j'y tenais pas vraiment. Ouais, et puis c'était compliqué pour moi de choisir où j'allais, parce qu'en général, quand je vais à des conférences, il y a une scène où il se passe un truc, et puis du coup, c'est facile. Là, c'est un festival, il y a 4 scènes, c'est Solidays, votre truc, quoi. C'est le bordel. J'allais à chaque fois 10 minutes quelque part en me disant peut-être que je comprendrais mieux ailleurs. Non, non, non. Et vu le nombre de gens à chaque fois qu'il y avait dans la salle par rapport à dehors et le brouhaha à chaque fois qu'on ouvrait les portes, je pense que je suis pas le seul à avoir rien compris aujourd'hui. J'ai l'impression que la plupart des gens ils sont venus pour networker, hein. Ils sont pas venus pour apprendre quelque chose. Ils sont venus pour serrer des mains, enfin pour taper des coudes. Et je vous admire parce que networker avec le masque c'est pas facile. Si tu recroises les gens sans le masque, tu sais pas qui c'était. Donc c'est bel effort que vous avez fait aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui faisaient comme moi aujourd'hui, qui écoutaient les conférences d'une oreille en pianotant sur leur téléphone. Je crois que tous les orateurs ont eu un peu l'impression d'être 20 minutes dans la peau d'un prof de lycée. C'était assez agréable. On a eu Alain Clot qui s'est présenté tout à l'heure comme le grand frère de la FinTech. Après Pascal le grand frère, on a Alain le grand frère. Il débarque dans ta FinTech s'il y a un collaborateur qui te parle mal. Il dit tu fais quoi? Tu veux qu'on se batte? On sort dehors, ça que tu veux? Et il a démarré la journée de façon très dynamique. Il a lu la table des matières, c'était cool. Il nous a dit on va parler frugalité, risque de crédit, calcul quantique. Oui, merci Alain, on a reçu le programme. Tu peux passer à autre chose. Après, il a dit je ne vais pas faire une liste de remerciements comme aux Oscars. Et ensuite, il a fait une liste de remerciements comme aux Oscars. J'aimerais remercier Aurélie Jean, j'aimerais remercier Bruno Le Maire, Maurice Lévy, Michel Turin, JP qui s'est occupé des invitations, Sophie qui a fait les cocards, Dany au catering, enfin je sais pas ce qu'il a fait, mais il a aussi listé quelques chiffres après. Alors les fintechs françaises apparemment ont levé 665 millions d'euros cette année. J'étais assez impressionné, moi depuis mars j'ai gagné 30 balles 40, donc c'est pas, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Après on était censé avoir Bruno Le Maire, finalement on a eu une dédicace vidéo de Bruno Le Maire. Moi, j'ai cru que c'était les candidats de télé-réalité qui faisaient des dédicaces vidéo, pas les ministres. Quand en plus, il nous dit il est à la Chambre des députés. J'ai quand même vérifié. J'ai regardé la chaîne parlementaire. Il y est. Si jamais, j'ai quand même voulu checker son alibi. Bon, il n'était pas obligé d'y aller. Même les députés, ils y sont qu'un jour sur 3. Donc, c'est pas une très bonne excuse. Je suis désolé. Moi, je suis venu depuis la Suisse. Il a pas réussi à venir depuis Bercy. Enfin, il faut traverser le pont Beyond Frontiers. Mon cul, ouais. Enfin, non, mais dans la vidéo qu'il fait, on voit Station F en arrière-plan. Il n'arrive pas à être là. C'est quoi ce bordel? Bon, après, il a beaucoup de boulot ces temps. Il doit annoncer des milliards par-ci, des milliards par-là. À chaque fois, il doit aller sur les plateaux télé pour annoncer des plans de relance qui rendraient jaloux Lénine. Il doit pas bien dormir, là. Il est de droite, Bruno Le Maire. Ça lui fait mal de devoir distribuer tout ce cash. Bon, il a encore certains réflexes de droite qu'il n'a pas réussi à gommer. J'ai une vidéo que j'ai transmise. Est-ce qu'on peut la lancer? On voit une vidéo où il explique l'importance de réduire la dette publique. Et on voit qu'il y a des réflexes de droite qui sont encore assez ancrés chez Bruno Le Maire. C'est ça qui va nous permettre, à un moment donné, de rembourser la dette, peut-être par de la réduction de la dépense publique, bien entendu, mais plus tard. Le ministre exclut donc pour l'instant d'augmenter taxes et impôts. Voilà, on parle de réduire la dette publique et 2 secondes après, il y a un majordome qui apporte un verre d'eau. Donc, je crois que je sais par où on peut commencer pour réduire les dépenses publiques. Bruno, si jamais on va t'offrir une gourde, ce sera déjà un début. Puis après, il a fait son discours et il vous a vraiment passé la pommade, hein, Bruno Le Maire. Il vous aime. On s'entend qu'il voulait se faire pardonner de ne pas être là, quoi. Il disait oh, la France, c'est une des grandes nations de la fintech en Europe. Vous êtes le deuxième pays d'Europe. J'espère que vous êtes dans le top 10 quand même. Enfin, ce serait la honte sinon. Ouais, on a levé plus d'argent que l'Allemagne, 2,7 milliards en France, 2 milliards en Allemagne. On est les champions, on a ramené la coupe à la maison. Enfin voilà, c'était cocorico, là, c'était parfait. Ça, c'est un truc tout au long de la journée. Vous êtes vanté d'avoir levé des fonds. Combien de millions on a levé? On a levé des fonds. C'était pas FinTech, c'était le Téléthon aujourd'hui, quoi.
Bon, après, il a dit, Bruno Le Maire, il voulait que la France devienne un pôle du crowdfunding. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Moi, je trouve qu'il y en a trop de crowdfunding. Les cagnottes Litchi et We Make It, j'en peux plus, personnellement. Moi, je pense qu'il y a il y a des trucs bien, mais il y a trop de trucs nuls, quoi. Maintenant, ça devient genre, oh, je vais faire mes courses, qui veut participer à mon caddie, enfin, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que quelqu'un qui doit faire un crowdfunding, maintenant, il faudrait exiger qu'il regarde minimum 50 vidéos d'autres crowdfunding, et si à la fin, il n'a pas envie de s'arracher les yeux, et il pense que son projet est toujours important, là, il peut la faire. Moi, je pense que c'est la condition limite. Dans mon rythme où ça va, il y a plus de gens qui font des projets de crowdfunding que de gens qui investissent, ça devient n'importe quoi. Bruno Le Maire a terminé sa vidéo, elle est repartie au début, il faisait un rappel, le mec, quoi. Il était lancé. Oh, oh, oh. Ensuite, on a enchaîné sur le panel sur les femmes dans la finance. Et c'était assez symptomatique pendant que Daniel Bondel disait c'est bien d'avoir des femmes dans la finance. Il y a la moitié de la salle qui est sortie parce qu'ils étaient venus écouter Bruno Le Maire. Donc ouais, ça a envoyé le bon message, c'était bien. Non, mais j'ai trouvé bien ce panneau 100% féminin pour parler de la mixité dans la fintech. Bon, après, le problème, c'est que les tables rondes sur le risque de crédit ou le financement, il y avait que des gars. Donc voilà, pour parler des histoires de femmes, on met des gonzesses, mais pour parler de fric, on est mieux entre couilles quand même. Ça reste. La mixité, c'est un vrai sujet pour vous. Alain Clot me disait qu'il voulait une équipe de France de la fintech. On n'est pas tellement sur le black blanc beurre quand même. C'est plutôt blanc blanc blanc. Là, c'est l'équipe de France de hockey sur glace. On n'est pas sur l'équipe de France de foot. C'est très très blanc. Et puis vous voulez être l'équipe de France, mais par contre, quand quelqu'un doit nommer sa start-up, c'est jamais en français. J'ai regardé la liste des startups, c'est Pumpkin, S-Money, Spendesk, Iban First, la France, la vraie, on le sent là. Un truc qui est cool, par contre, on m'a expliqué que contrairement aux autres grandes entreprises françaises, dans les startups, on n'est pas aussi obsédé par les diplômes des grandes écoles comme c'est le cas ailleurs. On m'a dit qu'il n'y a pas que des enfants de bonne famille qui ont fait l'X ou les mines dans les startups, il y a aussi des enfants de bonne famille qui ont fait d'autres écoles d'ingénieurs, donc c'est cool. Il y a vraiment une grosse diversité. Non, mais c'est compréhensible que les gens viennent surtout de milieux aisés, parce que quand tu lances une start-up, il faut pouvoir vivre pendant 1 ou 2 ans avec des revenus très modestes. C'est un peu comme humoriste finalement. Nous, on commence avec des revenus très modestes, puis après c'est modeste. Puis après 5-6 ans, c'est vivable, puis après il y a un couvre-feu, puis tu repars à zéro, c'est cool. Alain Clot, par contre, fait un grand pas pour la mixité. Il fait partie des gens qui disent la Covid. Donc ça, c'est bien. Il a féminisé ça. Alors c'est l'Académie française qui dit qu'on doit dire la Covid, c'est une maladie, donc c'est féminin. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, Covid, c'est un mec. Il nous dit, je veux que tu restes à la maison et que tu vois personne, c'est un mec, c'est un taliban, Covid. Moi, j'ai découvert des associations aujourd'hui, Startup for Kids, ça c'est le rêve mouillé d'Emmanuel Macron, Startup for Kids, quoi. Si tous les enfants pouvaient fonder leur start-up, on pourrait fermer les écoles, on pourrait arrêter de verser des allocations familiales, ça lui économiserait un pognon de dingue, il serait hyper content, Macron. J'ai aussi découvert Brest avec 3 S pour Smart, Science et Startup. Ça doit être chiant, à chaque fois tu dis, oh, je travaille chez Brest avec 3 S, à chaque fois tu dois préciser, puis si quelqu'un avec un cheveu sur la langue dit Brest, t'as un cluster, c'est fini. Enfin, après, j'ai bien aimé les noms des trucs sur la mixité, ça s'appelait FinTech Her avec Her ou Change Make Her. Ils s'inspirent des stratégies de naming des salons de coiffure pour essayer de briser le plafond de verre, je pense que ça va marcher. On pourrait faire plein de trucs, en plus Bank Her, ACPR, ce serait pas mal aussi. On m'a dit que j'avais dire ACPR si à un moment donné je voulais retrouver votre attention, que c'était un mot-clé. Apparemment, l'ASMR, ça relaxe, la CPR, ça vous tend, comme ça, c'est bien. Il y a eu un panel ensuite sur la culture de l'innovation. On s'est demandé comment on fait pour innover. Puis apparemment, Arkea, eux, ils rachètent d'autres gens qui innovent. Et S-Money, ils ont dit, bah, pour innover, nous, on a demandé de l'argent à la maison mère. Donc voilà, pour innover, il faut du fric. C'est ça la réponse. J'ai bien aimé cette table ronde. Cantox, je ne sais pas si certains étaient là, je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient Cantox. Le seul truc que j'ai compris, c'est que le fondateur Philippe Gélis, il a dû s'expatrier pour lancer sa start-up en Angleterre, parce que comme il vient du sud-ouest, il a un accent du sud-ouest, et en France, avec un accent du sud-ouest, tu peux juste travailler comme commentateur de rugby ou restaurateur. Donc, ouais, si tu veux être Premier ministre, il faut déjà le gommer à moitié. Donc lui, il était obligé d'aller en Angleterre, où on respecte les gens qui ont des accents différents. De toute façon, les Français en anglais, vous avez tous un accent de merde, donc au moins, c'est un pied d'égalité. Ensuite, Anne-Laure d'Arkea a donné un conseil aux entrepreneurs. Elle a dit, mon conseil aux entrepreneurs, la vie est faite d'opportunités et de rencontres. Ben, merci Edouard Baird, ça va vraiment les aider, ça, super. J'ai bien aimé, par contre, à un moment donné, il y a une espèce de petite tension sur le panel, parce que du coup, il y avait Anne-Laure Naveos qui devait citer un modèle de réussite d'innovation, et elle a cité Pumpkin, et juste à côté d'elle, il y avait Cyril Chiche, le CEO de Lydia. Puis on a senti qu'il y avait une battle qui allait se lancer comme ça. C'est un peu 8 Mile. Moi, je voulais voir ce qu'allait répondre Cyril. Dans la réponse suivante, il a glissé. On a quand même 4 millions d'utilisateurs. On en gagne 15 000 par jour. Je dis, ok, il est chaud. Ok, je voulais vraiment que ça démarre en espèce d'insulte. Votre courbe de 300, c'est tellement plate que si on la montre à Olivier Véran, il va s'évanouir.
ton app est tellement pas user-friendly que c'est la préférée de Cédric O. Enfin, je voulais vraiment que ça commence à s'insulter. Je sais que Stop Covid, c'est pas de la fintech, mais moi, c'est mon app préférée, quoi. Vraiment, c'est... Stop Covid a envoyé, ils ont sorti le chiffre 472 alertes en 4 mois. C'est à peu près 4 par jour. Vous êtes à 20 000 cas par jour. Ça veut dire qu'il y a quand même 19 996 cas qui passent entre les gouttes. Bravo, belle réussite de la Startup Nation, hein, Stop Covid. Hein. C'est un peu l'efficacité de Gilbert Montagnier qui fait la circulation en rond-point de l'Étoile, Stop Covid. Je pense que si on fait le classement des applications qui ont le plus lutté contre le virus, il y a Candy Crush et en dessous, il y a Stop Covid. Bon, là, ils ont annoncé hier soir une nouvelle mouture qui va sortir de Stop Covid fin octobre. Nouvelle mouture qui va changer de nom. C'est la révolution. Elle s'appelle Tous Anti-Covid. C'est bien, ils sont inspirés, je pense, des chants de supporters. Tous ensemble, ouais. Qui ne saute pas n'est pas anti-Covid. Je sais pas, ils ont changé le nom pour se donner un second souffle, ce qu'ont fait aussi Cat Stevens et Maître Gims. Et le fait que j'utilise toujours leurs anciens noms devrait vous donner une idée du succès de la démarche. Ensuite, on a eu Michel Turin, qu'Émilie a introduit en disant qu'il fallait rester connecté avec la vibration de l'humilité, que je ne connaissais pas cette expression. Moi, j'ai compris vibration de l'humidité. J'ai cru que ça allait parler sextoy et womanizer. J'étais perdu, je m'étais trompé de conférence. Donc là, Michel Turin a décidé qu'il allait un peu critiquer les startups ou faire un examen de conscience, et la salle s'est encore vidée de moitié. Donc on voit que vous êtes vraiment prêts à vous regarder dans la glace, dans le milieu des startups, ça fait plaisir. On a senti qu'il n'était pas de votre monde, Michel Turin. Il a commencé, il a dit, je vais paraphraser Talleyrand, vous reconnaîtrez tous Talleyrand. Oui, on a tous reconnu Talleyrand, évidemment, il n'y avait pas besoin de le dire. Après, il a cité Schumpeter et sa destruction créatrice. Je crois qu'il s'est trompé de public, quoi. Si tu veux toucher ces gens-là aujourd'hui, il faut citer Elon Musk, pas Schumpeter. Après, il vous a envoyé un tacle en disant que la Startup Nation, ce n'était pas la France, c'était Israël. Et c'est vrai, parce qu'il y a même une équipe au Tour de France qui s'appelle Israel Startup Nation, donc ça doit être vrai. Bon, il y a aussi une équipe au Tour de France qui s'appelle AG2R La Mondiale, qui est une entreprise qui est active en France et au Luxembourg. Donc c'est La Mondiale, c'est un peu publicité mensongère, donc je ne sais pas s'il faut croire le Tour de France. Non, il n'aime pas les startups, Michel Turin. Puis après, à un moment donné, il a dit, j'aimerais bien que vous achetiez mon bouquin. Il vous chie dessus pendant 320 pages, achetez mon bouquin. C'était pas le meilleur pitch, donc il a essayé un peu de pivoter. Il a changé son pitch, il a dit non, mais c'est aussi un peu des conseils pour réussir sa startup. Non, bien essayé, j'ai lu le résumé, c'est pas ça ton bouquin, Michel. Hein. Dans l'interview, il dit, j'ai lu une interview où il dit, il y a beaucoup de start-upers qui sont que des étudiants attardés, des espèces de Tanguy de l'entrepreneuriat. Donc ça, il le dit en interview, il le dit pas quand il est face à 300 start-upers. Bon, il n'a pas peur, je crois, parce que son bouquin d'avant, c'est sur la viande halal. Donc, c'est pas vous qui lui faites peur. Hein. Vous avez peur de vous battre pour pas abîmer votre Apple Watch. Je pense qu'il est tranquille, hein, Michel Turin. Ensuite, on a eu Jean de la Roche-Brochard. Lui, il était en mode TED Talk, il était en mode pull à capuche, il se déplaçait, tout ça. Il bosse pour Xavier Niel, monsieur de la Roche-Brochard. Apparemment, ils font leur rendez-vous les deux chez le coiffeur. Ils ont la même tête. J'ai bien aimé sur son site, il a une biographie où il dit chaque semaine, Jean étudie des centaines de dossiers, chaque année il boucle une centaine de deals, le tout sans sacrifier sa vie sociale, sans se laisser déborder par son agenda. On dirait un peu la voix off d'une bande-annonce de comédie française. Et un jour, une rencontre va bousculer sa routine, Jean de la Roche-Brochard dans Partie FinTech ou je sais pas quoi. Moi, je trouve impressionnant qu'il arrive à closer 100 deals par an, parce qu'à chaque fois qu'il se présente, Jean de la Roche-Brochard, ça lui prend déjà 3 minutes, donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, il a raconté une anecdote avec son fils qui fait de l'escrime, où il l'a amené à une compétition d'escrime. Il a entendu un autre père dire à son fils que l'important c'était de participer. Et Jean s'est énervé, il a dit à son fils, non, il ne faut pas participer, il faut que tu essaies de gagner. Et puis moi, j'imagine la scène avec Jean qui dit à son fils, je me casse le cul à passer tout mon dimanche dans un gymnase, tu vas gagner maintenant au bordel. Et je pense que moi, je n'oserais pas parler comme ça à un enfant qui a une épée. Je suis surpris qu'il ait encore ses deux yeux, Jean. Ensuite, on a eu Denis Baud de la Banque de France. Alors, les fintechs sont importants pour la Banque de France. Bon, pas assez pour écrire correctement fintech. Ils ont écrit ça fintech avec un T. Donc, on voit que la Banque de France est vraiment au taquet de ce qui se passe dans ce pays. C'est important pour eux, mais c'est pas assez important pour envoyer quelqu'un en présentiel non plus. Mais bon, on a eu Denis Baud, qui est comme le premier sous-gouverneur de la Banque de France. Vous adorez ce genre de titre à rallonge en France, c'est incroyable. Tu fais quoi dans la vie? Oh, je suis 4e sous-secrétaire adjoint à la stratégie innovante rattaché au département d'État de la transformation économique du ministère de l'Éducation. Ok, concrètement, je prends des PV. Ok, ça marche. Mais il est impressionnant, Denis Baud. Il a fait une vidéo de 10 minutes alors qu'il se remet d'une opération à la gorge. Moi, quand j'ai un rhume, ça m'énerve de parler plus de 3 phrases parce que ça me gratte. Donc, j'ai vraiment trouvé impressionnant sa volonté. C'était héroïque. On avait l'impression d'être dans un film de guerre. Dites à ma femme que je l'aime. Enfin, c'était vraiment quelque chose.
Moi, j'aurais pas eu le courage de faire ça. Moi, à sa place, j'aurais récupéré le système de Stephen Hawking, personne ne l'utilise, j'aurais utilisé ça pour parler, ça. Ou alors j'aurais engagé les doubleurs d'AB1 pour les séries américaines, j'aurais bougé les lèvres et je les aurais fait parler à ma place. Ça aurait donné quelque chose, quoi. L'écosystème FinTech est important pour la Banque de France, Pamela. Enfin, ça aurait été mieux, je pense. Après, on a eu Maurice Lévy de Publicis, qui est marrant, hein, mais après, j'ai vite compris que si on m'a invité aujourd'hui, c'était parce que comme ça, Maurice Lévy n'était pas la personne qui connaîtrait le moins la FinTech de la journée. Par contre, son histoire de vie est fascinante. J'ai regardé sa biographie. Il a étudié aux États-Unis avec une bourse d'études gagnée dans un concours organisé par les chaussures Bata. Donc c'est Charlie et la chocolaterie, son truc, quoi. Après, il a commencé dans la pub, une agence qui s'appelle Synergie. Quand on lui a demandé pourquoi il a choisi ces gens-là, il a dit « Oh, il y avait de la lumière ». Et voilà, quelques années après, c'est devenu l'homme le plus puissant et le plus fortuné de la pub. Et il y a un événement qui est assez incroyable dans sa vie. Il bossait chez Publicis, il venait d'y entrer, il s'occupait de l'informatique et des archives de Publicis. Et un soir, il y a l'entreprise qui a flambé, il y avait un incendie, et Maurice Lévy passait par là. Les pompiers ne l'ont pas laissé entrer, il a pris un uniforme de pompier, il s'est fait passer pour un pompier pour aller sauver les archives sur bande magnétique de Publicis. Et c'est ça qui l'a permis de grader dans l'entreprise. Après, je ne sais pas qui a mis le feu ce soir-là aux locaux de Publicis, mais par hasard, Maurice Lévy était dans les parages à ce moment-là, et c'est lui qui savait où étaient les archives, donc il avait déjà l'esprit entrepreneur à l'époque, c'est bien. Ensuite, il a acquis le surnom de Napoléon de la publicité. Je ne suis pas sûr que Napoléon, c'était quelqu'un qui était très bon en publicité, à part ça. Parce que ce qu'on retient de Napoléon, c'est qu'il était petit, colérique, qu'il n'a pas choisi le modèle de chapeau le plus pratique pour passer les portes, et puis qu'il avait tellement de maux d'estomac qu'il avait en permanence la main sur le bide. Donc Napoléon, ce n'était pas le Napoléon de la publicité, en tout cas. Bon, après, M. Lévy nous a quand même fait son exposé sur la FinTech. Enfin, il nous a lu les pages Wikipédia de quelques startups, c'était bien. Klarna est une start-up suédoise valorisée 5 milliards. Robinhood est une start-up américaine valorisée 11 milliards. En fait, il a tapé grosse start-up fintech dans Google, puis il nous a lu le tableau, c'était bien. Mais bon, avec son charisme, avec son talent oratoire, c'est passé. Ensuite, il a name-droppé la start-up du fils de son pote. Il avait l'air tout content de faire ça, c'était mignon. Et il nous a fait des leçons de culture de travail à l'ancienne, de la réussite par l'effort. Il nous a dit que si on ne bossait pas 18 heures par jour, 7 jours par semaine, on allait rater nos vies. Je ne sais pas si vous avez eu l'info, il vient d'être nommé ministre du Travail par Emmanuel Macron, donc félicitations à lui. Il a fait comme scandale il y a quelques années, Maurice Lévy, parce qu'il avait écrit une tribune dans Le Monde où il demandait que les riches soient taxés davantage, et juste après, il a transféré la moitié de sa fortune boursière au Luxembourg. Donc c'est le mec qui est en train de bouffer une cuisse de poulet en disant « Il faut qu'on arrête de bouffer de la viande, les gars ». Et après, il a sorti cette phrase incroyable que j'ai notée « En France, on est fort pour faire des profiteroles, mais moins pour créer des entreprises ». Je ne pense pas que c'est une phrase qui va finir sur des prospectus publicitaires de FinTech France, ça. Enfin, peut-être sur des fascicules de vendeurs de profiteroles, finalement. On a eu qui après? Ah oui, je suis passé tout à l'heure après chez Emmanuel Goffi qui nous parlait d'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient là, mais je crois qu'il avait laissé l'intelligence artificielle choisir sa chemise également. C'était une chemise noire, un peu brillante, avec des motifs brodés rouges, quoi. Le seul autre endroit où j'ai vu ça, c'est dans un film, c'était le chef des Yakuza. Et après, il nous parlait des scénarios Terminator, d'une intelligence artificielle qui pouvait prendre le contrôle et nous faire du mal. Et moi, j'ai pas peur parce que je sais qu'on a des systèmes en place pour se protéger contre l'intelligence artificielle. Par exemple, quand tu vas sur un site web, tu dois prouver que tu n'es pas un robot. Donc voilà, je sais que ça va stopper Terminator tout de suite. S'il doit entrer B482, c'est bon, on est sauvé. Ces codes, moi, ça m'énerve toujours. J'ai l'impression que c'est toujours les 4 premiers caractères qui sont simples, puis le 5e, t'es là, putain, c'est un B ou un 8. Et puis tu sais pas, et puis tu te rapproches de l'écran, puis tu galères 10 minutes, et je pense que c'est comme ça qu'il détermine que t'es pas un robot. Ou lui, ça fait 10 minutes qu'il galère sur le code, à mon avis, il n'est pas doté d'une intelligence supérieure. Ensuite, il nous parlait d'éthique, Monsieur Goffi, et du fait que les règles morales pouvaient dépendre de la situation. Il disait oui, il ne faut pas tuer, mais si tu te fais agresser dans la rue et que tu veux te défendre, peut-être que tu vas transgresser cette règle. Ouais, parle pour toi. Moi, si je me fais agresser dans la rue, je me dis bah, j'ai vécu une belle vie. Dommage que ça s'arrête comme ça, entre Station F et le métro Bibliothèque François Mitterrand, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je suis allé écouter le panel risque du crédit, où j'étais pendant 40 minutes et j'ai rien compris. J'ai noté une seule phrase, un intervenant qui a dit « Si tu as une adresse Hotmail, c'est que tu n'as pas 20 ans ». Voilà, j'ai pas compris le rapport avec le risque de crédit non plus, mais c'est peut-être parce que sur 40 minutes, j'ai compris qu'une phrase, donc c'est ça. Moi, j'ai pas compris, j'ai 31 ans, j'ai une adresse Caramel, donc... non, ça n'existe plus. Et après, j'ai fait le courageux, je suis allé voir, je sais pas s'il y en avait certains qui étaient dans la salle avec moi, il y avait encore moins de monde que dans cette salle maintenant, je suis allé voir Elam Kashefi parler de calcul quantique. Oh putain, là on a séparé les courageux des losers, là on était une petite poignée à s'accrocher, rien compris. Elle nous expliquait elle nous parlait de décohérence quantique, que c'était le truc à éviter, donc j'ai googlé décohérence quantique.
La décohérence signifie la perte de la superposition quantique. Donc j'ai googlé superposition quantique, voire cohérence quantique. Donc j'ai googlé cohérence quantique, lorsque les particules quantiques peuvent se superposer. J'étais pris dans un labyrinthe de définition, là j'avoue, je pense que j'aurais pu cliquer encore 3-4 jours sans rien comprendre. J'ai abandonné. Si le futur c'est la quantique, moi j'espère que je serai déjà à la retraite et que c'est mes petits-enfants qui viendront me l'expliquer. D'ailleurs, ça m'a fait rire, Monsieur Lévy, il a parlé de Facebook, de MySpace, et j'ai l'impression que les vieux se sont nettement améliorés et que la technologie, il y a quelques années, ma grand-mère, si elle voulait m'envoyer un mail, elle l'imprimait puis elle le postait, tandis que maintenant, elle est sur Instagram, donc je trouve que ça va hyper vite. Et, euh, et la France, je trouve que vous avez fait énormément de progrès, je voulais vous féliciter en termes de technologie financière. J'ai fait un stage à Paris il y a 10 ans, et je me souviens que pour faire des paiements, on devait envoyer un fax de confirmation. Et moi, je viens de Suisse, où j'avais déjà une application d'e-banking sur mon téléphone, donc je n'en croyais pas mes yeux. Mais je suis monté dans le TGV ou dans une machine à remonter le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un des rares pays au monde à utiliser encore des chèques. Parfois, je suis payé en chèque quand je viens travailler chez vous, et après, j'essaie d'encaisser un chèque dans une banque suisse. Je vous recommande cette expérience. On vous regarde très très bizarrement, avec un peu de pitié dans le regard. Vous êtes allé travailler en France? Oui, ça arrive, monsieur. Suivez-nous. Mais je suis sûr que quelqu'un dans la salle aujourd'hui va disrupter les chèques en France et va inventer une app qui pourra régler le problème des chèques. Parce que maintenant, c'est fou, on n'a plus de problème, on a des apps. On a des apps pour tout. Si tu as faim, tu as une app. Si tu as envie d'aller quelque part, tu as une app. Si tes parents t'ont pas assez dit je t'aime, tu as une app où tu peux mettre des oreilles de chien. Enfin, tu as vraiment une app pour absolument tout. Et ça, je trouve incroyable. Il y a des trucs tellement spécifiques. J'ai vu qu'en Islande, ils ont une application qui résout un problème très spécifique à l'Islande. Parce que l'Islande, c'est une île où il y a peu de brassage de population, peu d'immigration et peu de population en général. Donc ils ont un gros problème de consanguinité, ce qui explique Björk. Et on dirait un chat quand même. Et du coup, ils ont une application, si tu es en soirée en Islande avec des Islandais et qu'il y a quelqu'un qui te plaît, tu as une application qui permet de dire si ton lien de parenté avec cette personne est suffisamment éloigné pour que tu puisses aller plus loin. C'est une application qui existe vraiment, vous pouvez vérifier en sortant. Donc si tu es en soirée, une fille te plaît, tu mets son nom dans l'appli, tu mets ton nom dans l'appli, tu appuies sur Enter et il te dit c'est bon, c'est pas ta cousine, tu peux aller niquer. Et parfois, tu mets son nom, tu mets son nom à elle, tu appuies, puis tu es là, ah bah j'ai pas de réseau, on va niquer. Et du coup, je trouve ça assez formidable que la technologie puisse résoudre ces problèmes, mais j'ai l'impression que peu importe la technologie qu'on a inventée, le premier réflexe humain qu'on a eu, le premier truc qu'on a utilisé la technologie pour faire, c'est se masturber. On a inventé l'imprimerie, on avait directement les journaux érotiques, on a inventé la télévision, c'était les films érotiques. Internet, la moitié c'est du porno maintenant. Il paraît que bientôt il y aura des trucs en réalité virtuelle où tu peux être toi-même dans un truc porno. Dès qu'il y a une nouvelle invention, c'est comme si la première chose qui venait en tête de l'inventeur, c'est comment est-ce que je peux mettre ma bite dedans. Et je pense que l'inventeur de l'aspirateur a passé un meilleur moment que l'inventeur du mixeur. Je vais vous laisser sur cette pensée. Merci de m'avoir écouté.